On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'écrivain Pierre Ouellette. Il habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une quinzaine d'années et à l'occasion de la soirée Essar, il y a quelques jours, on lui a décerné le prix Hommage pour l'ensemble de son œuvre. Mais d'abord, on vous parle de la guignolée de l'Étoile, mieux connue sous le nom de la guignolée du docteur Julien. Vous savez qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un centre pédiatrique. On les reçoit à l'instant pour faire le bilan des activités. Il y a eu un déménagement. Ils ont maintenant plus d'espace, un peu plus d'employés, plus de services, mais ils ont besoin de vous. À travers tout le Québec, samedi, le 16 décembre, c'est la guignolée du docteur Julien, en lien, bien sûr, avec ces centres de pédiatrie sociale dont nous avons, nous, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec l'Étoile. Et d'ailleurs, dans notre cas, nous, ici à Saint-Jean, on appelle ça un peu aussi la guignolée du docteur Julien, mais la guignolée de l'Étoile, qui va se tenir également sur 2 fins de semaine à l'occasion du mois de décembre. 2 invités pour en parler. D'abord, le directeur de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Richelieu, Éric Christensen. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Karine Boudreau, qui est coordonnatrice aux opérations. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, c'est aussi une année de changement pour l'Étoile parce que là, vous avez déménagé dans vos nouveaux locaux, dans l'ancien Lausium, sur la rue Saint-Jacques. Est-ce que ça aussi, ça a donné, disons, un nouvel élan à l'Étoile là, depuis les dernières semaines? Bien, beaucoup de changements dans la dernière année. En fait, oui. Le déménagement, évidemment, en étant un très grand changement, mais le déménagement nous a permis aussi d'instaurer des nouvelles interventions, une nouvelle équipe. On a une infirmière parce qu'on a une nouvelle clinique, on a 2 salles d'examen. Fait que le déménagement a été un peu un catalyseur pour plein d'autres nouveautés qui se sont rajoutées à l'Étoile cette année. Bon. Vous êtes un organisme certifié par l'organisation du docteur Julien, donc c'est pour ça qu'on parle de la guignolée du docteur Julien. Mais dans ce cas-ci, guignolée de l'Étoile, vous avez des activités, dans le fond, réparties sur 2 fins de semaine. Sur 2 week-ends. Oui, c'est sûr que la journée de la guignolée, c'est le 16. Donc, c'est sûr qu'à Saint-Jean, nous avons beaucoup d'activités. On a 2 barrages routiers, un à Saint-Jean, sur Pierre-Caisse et sur l'intersection de la rue Choquette, je cherche toujours le nom, et à Iberville, à l'intersection de la 2e puis le boulevard d'Iberville. Et ce barrage-là, c'est les ambulanciers de Saint-Jean qui s'occupent de ce barrage-là pour nous. Ça fait la 2e année qu'ils font ça pour l'Étoile. Et bien sûr, là, on est à plusieurs endroits là, à Saint-Jean. Et ces endroits-là, on le fait aussi sur 2 week-ends pour aller chercher un petit peu plus de sous, bien sûr. Bon, quelle est l'importance de cette activité de la guignolée de l'Étoile, de la guignolée du docteur Julien? Ça reste que c'est un de nos levées de fonds majeurs à travers l'année. Vous savez qu'on a le financement de l'Étoile, il y a plusieurs paliers, mais le palier de le communautaire et le palier de les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vraiment dans la guignolée qu'ils ont l'occasion de vraiment supporter l'Étoile. On a des événements où il y a des billets qui coûtent 150 $, où des billets coûtent plus cher, mais vraiment pour nous, la guignolée, c'est où les citoyens peuvent sortir dans la rue, peuvent sortir dans les points de collecte, ils peuvent encourager l'Étoile à leur façon. Et c'est quand même un événement où on espère d'aller chercher 38 000 $, 39 000 à la fin du mois de la guignolée. Bon, c'est quand même une somme importante. C'est une somme très importante pour nous. Et puis, ça fait partie aussi là, de nos espoirs. Là. Bon, parce que pendant une année courante, là, on l'a vu cet automne, vous avez eu l'événement sucré-salé. Là, vous avez l'événement avec la danse, qui est Danser complet. pour l'Étoile, qui est déjà complet. Ben oui, j'ai vu ça aujourd'hui sur votre site Internet. Donc, Danser pour l'Étoile, qui est une nouvelle activité, mais déjà complet. Visiblement, c'est populaire. Puis au mois de février. Bon, vous avez un événement aussi avec l'humour, je pense, au printemps, avec Stéphane Fallu. Exactement. Bon, donc, vous avez quelques événements dans l'année, mais la guignolée, pour vous, c'est un lien direct avec le public. Oui, puis aussi, vu qu'on fait partie du réseau du docteur Julien, la guignolée, c'est à travers le Québec. Donc, au point de vue, le réseau se tient ensemble. L'argent qu'on ramasse à la guignolée vient à notre centre, à nous, mais il y a comme une espèce de feeling. Le 16 décembre, là, tout le monde travaille ensemble pour essayer de ramasser des sous pour les enfants. Il y a une publicité commune aussi à travers le Québec. Oui. Donc, principalement, cette guignolée, c'est pour ramasser de l'argent. Oui. Donc, les gens n'arrivent pas avec des denrées ou des trucs comme ça. Donc, il ne faut pas confondre. C'est très important à le dire. L'année passée, d'ailleurs, on a dû mettre en contexte un peu les gens de bon cœur. Des fois, ils arrivent, ils appellent à l'Étoile, ils veulent donner des cadeaux, ils veulent donner les tourtières, ils veulent partager pour les enfants et nos familles. Nous, nos besoins, c'est pas ça. Et à ce moment-là, nous, on les dirige, là, Saint-Vincent-de-Paul, par exemple. C'est nos familles de l'Étoile qui utilisent le Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on veut que les tablettes soient pleines de bouffe. Mais nous, c'est pas ça la part qu'on amène à nos familles. Nous, on donne des services médicaux et psychosociaux. Là.
Bon. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, pour cette guignolée, c'est de l'argent sonnant. Donc, barrage routier, on en a fait mention. Vous avez également amené ici des tirelires. Est-ce que c'est ça un peu qui va être votre moyen de communication? Mais il y a plusieurs, tu sais, Ouais. oui, il y a des sous pour la guignolée, bien sûr, mais il y a du temps aussi qu'on demande toujours parce qu'on a besoin beaucoup de bénévoles pour la guignolée. L'année dernière, on a eu jusqu'à 135 bénévoles pour les 2 week-ends pour la guignolée. Puis je disais, on a comme 3 façons. Oui, on peut venir donner du temps pour ramasser des sous en étant bénévole. On peut être un commerce et nous appeler pour avoir des tirelires dans les magasins pour ramasser des sous. Ou bien sûr, mais venir à des points de service ou venir à l'Étoile aussi, voir nos nouveaux locaux pour nous donner des sous, bien sûr. Là. Bon, d'ailleurs, la tirelire, je vais la présenter ici pour qu'on la voie bien. Donc, les commerçants pourraient donc faire la demande d'avoir les petites tirelires en question. Pour, donc, on les voit bien ici, donc la tirelire de l'Étoile. Donc, parlez-nous un peu des services, parce qu'on comprend effectivement, là, vous avez déménagé, donc probablement vous avez beaucoup plus d'espace. Parlez-nous un peu de la progression de l'Étoile et des services que vous offrez aujourd'hui. En fait, les enfants qu'on reçoit, souvent, la porte d'entrée, c'est la santé de l'enfant et la santé physique de l'enfant. La plupart de nos parents, ils viennent nous voir par la porte d'entrée qu'on a 3 médecins et une infirmière. Et aussitôt qu'on rencontre une famille, un enfant, bien, on met toujours le côté psychosocial aussi. Donc, les enfants sont rencontrés avec l'équipe médicale, mais aussi avec une travailleuse sociale ou une éducatrice spécialisée. Et à partir de là, souvent, l'état de santé de l'enfant, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a toujours quelque chose en dessous qui démontre pourquoi que cette négligence-là est là, pourquoi que l'enfant peut être victime de maltraitance. Et on le voit avec les examens physiques, mais on doit mettre toutes sortes d'une équipe autour de ça, psychosociale autant que médicale, pour faire avancer la situation de la famille et de l'enfant. Donc, à la base, c'est ce que nous, on appelle les orientations, évaluations. À la base, c'est comme ça qu'on commence notre relation avec les enfants et les familles de l'Étoile. Mais les besoins sont de plus en plus complexes. Les enfants souffrent beaucoup de stress toxique, ils souffrent beaucoup de traumas complexes. Et donc, on a besoin de mettre toutes sortes d'intervenants un peu plus spécialisés pour répondre à ce besoin-là. Donc, avec le déménagement, on a pu engager une infirmière parce que l'équipe médicale avait besoin de support, mais on a pu aussi engager des zoothérapeutes, des art-thérapeutes, des musicothérapeutes, des interventions qui marchent très, très bien avec des enfants qui ont des traumas complexes, qui ont besoin d'évacuer à travers quelque chose d'autre qu'une discussion avec une travailleuse sociale, donc un instrument de musique ou quelque chose comme ça. Et nos nouveaux locaux nous permettent de faire ça. Est-ce que les gens comprennent mieux maintenant le concept de la pédiatrie sociale? Parce qu'au début, il fallait souvent l'expliquer, puis l'expliquer, puis l'expliquer. Les gens connaissaient le docteur Julien, voyaient des reportages à la télé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ici, dans notre communauté à Saint-Jean, est-ce que c'est mieux connu, mieux perçu? Un peu plus, mais on a encore beaucoup de travail à faire. On a vraiment encore... Il faut toujours réexpliquer que nous, on est une clinique. Donc, oui, on a c'est des ça, c'est médecins. Une clinique. Oui. Oui, c'est communautaire. On est dans la communauté, donc on n'est pas dans un hôpital, on n'est pas une clinique privée, mais c'est important que les gens, moi, à tous les fois, on rencontre des gens, puis il faut toujours une le clinique avec des médecins, des infirmières, puis d'autres professionnels de la santé. Les gens oublient souvent. On a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais Comment on arrive à faire vivre un organisme comme celui-ci? Bon, parce que vous avez des services, probablement en partenariat avec le CIS de la Montérégie-Centre, donc des services qui vous sont fournis par le CIS. Mais après ça, il y a tout le fonctionnement. Vous avez un bâtiment à payer, l'électricité comme tout le monde, les frais inhérents. Donc, dans une année courante, avec le niveau de service que vous avez aujourd'hui et avec la collaboration que vous avez des services de santé, vous avez besoin de combien d'argent annuellement pour être capable de faire fonctionner l'Étoile? C'est sûr qu'avec les partenariats qu'on a, on a des prêts de services donc, qui ne font pas partie de la masse salariale. Donc, ça, vous avez des prêts de services. Ça nous aide énormément. Fait que si on ne le chiffre pas, on a une masse salariale de pas loin de 300 000 en tant qu'intervenant. Donc, quand on dit qu'on a besoin des sous, c'est pas sexy de dire qu'on a besoin des sous, mais nous, ce qu'on donne, c'est ces services-là de ces intervenants-là. Mais dans une année, on peut facilement aller à 500 000 pour faire marcher l'Étoile avec toute la masse salariale, avec l'équipement qu'on a besoin, avec les intervenants qu'on engage aussi sur contractuel. Une zoothérapie, on est super chanceuse d'avoir une zoothérapeute qui travaille avec nous. Mais c'est très, très pointilleux comme profession et c'est quelque chose qu'on doit payer sur contrat aussi. Donc, quand on a un enfant qui a 3 fois par semaine des ateliers, des interventions de zoothérapie,
bien, on a 200 enfants à l'Étoile, donc ça peut monter vite. Donc, une clientèle de 200 enfants donc, qui bénéficie des services. Donc, si vous dites que la Guignolée vous rapporte tout près de 40 000 quelles sont les principales autres sources de revenus pour arriver justement à payer les frais fixes? On a un partenariat avec le gouvernement provincial qui termine en 2020, donc c'était pour 5 ans. Après 2020, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais on est encore en train de faire du lobbying pour ça. On a les entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens d'affaires qui sont très, très présents avec des dons majeurs, avec des dons sur 5 ans, des dons à long terme. On a des amis de l'Étoile aussi qui donnent énormément. Et on arrive aussi à sauver beaucoup d'argent avec des dons en biens et services. On vient juste de déménager, par exemple, et puis si on chiffre, moi, dans le montant, là, ce que j'ai payé pour le déménagement et ce que ça a vraiment valu, c'est deux mondes, là. On a des compagnies qui nous ont donné de la peinture gratuite, merci. On a des gens qui nous ont donné des planchers gratuits d'éco-surface. Mais ça vaut énormément pour nous, mais c'est un projet de communauté, donc eux, ils ont participé à ce nouveau centre-là. Donc, on n'aurait pas pu le faire, en tout cas pas comme ça, si on n'aurait pas eu cette aide-là de... Et justement, parlez-nous un peu de l'importance de votre conseil d'administration avec des gens d'affaires, des gens impliqués dans la communauté. Et ça, probablement aussi, ça fait une différence quand même assez importante dans le réseau de contacts quand vient le temps justement de payer des frais de déménagement. Ça doit paraître. Bien, c'est sûr que dans un CA comme nous, on a à l'Étoile, on a une bonne partie du CA qui est des gens d'affaires de la région. Donc, et c'est des gens qui sont très impliqués aussi. Donc, ils ont à cœur l'Étoile. Tu sais, c'est des ambassadeurs, là. Donc, tu sais, ils sont toujours... ils nous représentent, ils se promènent, ils parlent. On voit des articles sur... tu sais, donc, il y a, je peux le dire, Chantal Vaillancourt, qui a été la personnalité de l'année, personnalité d'affaires de l'année. Exactement. Mais tu sais, Chantal, chaque article, elle mentionne toujours l'Étoile. Elle le prend très à cœur. Donc, tu sais, pour nous, c'est un gros plus, là. Et quand vous regardez les bénéfices, là, vous avez dit tantôt 200 jeunes qui reçoivent les services, vous les voyez évoluer, là, ces jeunes-là. Probablement que les professionnels vous en parlent aussi. Ils disent, bon, bien, un tel, je sais pas, il est parti de là, puis il est rendu là aujourd'hui. C'est ça aussi la paye à la fin de la journée. C'est la paye. Il faut se dire les vraies choses. Les gens qui travaillent à l'Étoile, ils travaillent par vocation parce que dans le domaine, si on prend un travailleur social qui pourrait travailler au C3S pour un salaire pas mal différent de ce que moi je peux payer. Fait qu'ils travaillent par vocation, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment l'impact qu'ils sont capables d'avoir aux enfants et on le voit là. On n'arrive pas à faire on ne change pas du jour au lendemain un enfant qui a eu 10 ans d'abus ou de maltraitance, mais on arrive à diminuer les stress toxiques pour que cet enfant-là peut rêver d'avoir un avenir comme tous les autres enfants et de rêver de travailler et de s'en sortir là aussi. Là. Donc, Guignolée du Dr Julien partout au Québec, samedi le 16 décembre. Guignolée de l'Étoile, donc sur 2 fins de semaine, 8, 9, 10 et 15, 16, 17, différents barrages routiers. Les petites tirelires également, donc c'est à vérifier au cours du mois de décembre. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit Pierre Ouellette, écrivain, qui a reçu le prix Hommage à l'occasion de la soirée Essar. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Depuis quelques années déjà, ici, le milieu culturel tient annuellement une soirée, la soirée Essar, où on rend hommage à des artistes, des auteurs, des intervenants de notre culture ici. Et cette année, le prix Hommage a été remis à l'écrivain Pierre Ouellette. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Et surtout, félicitations. Bien, merci à vous. Merci. Et comment le prix vous a-t-il été communiqué? Il ne m'a pas été communiqué. C'était une surprise totale? Totalement, oui, oui. Bon, le coup a été monté un peu avec ma compagne, qui a pu me faire croire qu'il s'agissait d'un hommage qu'on lui rendait à elle, parce qu'elle est artiste elle-même. Et donc, moi, j'allais assister à un spectacle où on allait voir ses vidéos. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce prix hommage me soit consacré. Les rôles se sont donc inversés. Totalement, totalement. Et quel sentiment vous a traversé l'esprit à ce moment-là? Bien, écoutez, j'ai été un petit peu halluciné parce que j'ai vu apparaître des amis à moi sur la scène, des écrivains, d'anciens étudiants qui sont venus lire des extraits d'un roman en cours. J'entendais un texte que j'ai écrit il y a peu de temps, donc je m'y suis reconnu, bien sûr, et j'ai vu tous ces gens sur la scène. Alors, j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un hommage qui m'était rendu à mon œuvre. Mais ça a été pour moi une surprise complète. Oui. En même temps, ce qui est intéressant, vous n'êtes peut-être pas un Joannais d'origine, mais un Joannais d'adoption, puisque vous êtes ici depuis une quinzaine d'années maintenant. Vous avez longtemps, évidemment, enseigné, habité à Montréal. Mais quel est le sentiment qui nous traverse l'esprit quand on voit sa communauté, on voit sa ville, on voit sa région, qui vient parler de nous, qui vient nous rendre hommage? Vous l'avez ressenti comment? C'est un sentiment très fort. D'abord, j'ai un ancrage très important dans le milieu naturel de Saint-Jean. J'habite au bord de la rivière, dans un boisé qui sert de sanctuaire pour les oiseaux migrateurs. Alors, j'ai un amour particulier pour ce milieu-là, qui me rappelle un peu le milieu de mon enfance, parce que j'ai vécu sur la côte de Beaupré, face à l'île d'Orléans et près des Chutes-Montmorency. Donc, la rivière joue un rôle très important, y compris dans mon univers romanesque. Mais de sentir qu'en plus d'appartenir à ce milieu naturel, j'appartiens aussi au milieu social, hein, à la population qui reconnaît mon travail. C'est quelque chose qui vraiment m'a beaucoup étonné, surpris et m'honore considérablement. Bon. Vous avez déjà reçu aussi par le passé d'autres distinctions, en fait, le prix du gouverneur général du Canada, le prix Athanas David également. Évidemment, ils sont tous probablement différents les uns des autres. Ils n'ont peut-être pas la même signification pour vous, mais pour un écrivain, de recevoir quelques hommages comme ceux que je viens de nommer, ça doit aussi faire une certaine fleur sur le travail, sur l'accomplissement du travail, parce qu'on travaille pendant des semaines, des mois, des années sur des œuvres sans trop savoir si finalement ça va vraiment fonctionner, si le public va apprécier. Mais quand des institutions comme celle-ci vous rendent un peu l'appareil, ça vient un peu confirmer le travail dans lequel vous avez autant investi de temps. Là. Oui, sûrement, parce que la littérature n'a plus tellement de visibilité aujourd'hui, contrairement à d'autres formes d'expression qui reçoivent une attention considérable de la part des médias. La littérature se fait un peu de manière souterraine, un peu de manière underground. Il y a très peu d'émissions de télé et même de radio maintenant qui sont consacrées au roman, à la poésie ou à l'essai. Donc ces prix-là ont l'avantage de souligner l'apport de quelqu'un, je dirais, à la culture littéraire du pays. Donc, que ce soit l'Athanas David, qui est le prix du Québec, ou le prix du gouverneur général que j'ai reçu à 2 reprises, c'est une forme de visibilité qu'on donne à l'activité littéraire, non seulement à la sienne propre, j'étais content que mon œuvre soit honorée, mais à la littérature en tant que telle, qui est quand même l'un des fondements de la culture québécoise. Vous êtes auteur, écrivain, poète, essayiste, bref, comment on peut résumer la carrière de Pierre Ouellette? Bien, je suis un écrivain avant tout, c'est-à-dire que je pratique tous les genres, sauf le théâtre, malheureusement, mais qui est un art plus propre à la scène, donc au spectacle. Mais j'ai écrit des romans dans lesquels il y a aussi une forme de poésie et également une forme de réflexion. J'ai écrit des essais où il y a une tonalité, un style qui peut rappeler parfois le genre romanesque, parce que j'ai une pensée incarnée qui travaille beaucoup à partir des sensations, des affects, pas seulement à partir des idées. Et puis j'ai une poésie qui est narrative. J'ai écrit une série de livres qui s'appelle Huée, Buée et Ruée,
Et c'est une histoire que j'ai développée à travers le vers, le rythme, tout un travail d'images aussi qui sont proprement poétiques, mais avec des personnages, une histoire. Donc je mélange les genres. J'aime bien passer d'un genre à l'autre, mais tout en conservant les mêmes impératifs là, de faire réfléchir, émouvoir, et puis aussi frapper les sens, l'oreille, l'ouïe, enfin la vue, etc., par des images fortes et une musicalité qui est impressionnante. Qu'est-ce qui vous inspire? Beaucoup de choses m'inspirent, et ces temps-ci, c'est plutôt le travail sur ce que j'appelle la vie sauvage, c'est-à-dire la nature déjà, et puis une façon de vivre les uns avec les autres sans les codes, les lois, les règles, les protocoles qu'on a développés dans nos sociétés avancées, civilisées. Donc, je viens de terminer une trilogie que j'ai appelée Le Traité de la grande enfance, où je parle des années 60-70, où j'étais enfant et adolescent, dans la forêt de Beauport ou la forêt montmorencienne, près des chutes, près des battures, dans les contreforts des Laurentides. Et j'essaie de retrouver un peu ce souffle qui était le nôtre dans ces années qui sont des années de grands bouleversements et qu'on a vécu, que j'ai vécu en tout cas avec les amis de l'époque, au sein même de ce monde sauvage qu'on explorait, comme si on explorait en même temps à la fois le passé très lointain et un avenir encore incertain, puisque les bouleversements dont je vous parlais vont apporter beaucoup de métamorphoses à nos sociétés, tant sur le plan des mœurs que sur le plan politique, que sur le plan de la spiritualité, etc. Donc, il y a eu des changements importants. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est voir comment un retour comme ça, un ressourcement dans le monde sauvage permettrait de renouveler un peu nos façons de vivre ensemble dans les sociétés complexes, urbanisées que sont les nôtres. Quel est votre rythme d'écriture, votre rythme de production? Est-ce que vous vous imposez des heures d'écriture à chaque jour, à chaque semaine? Bref, quelle est la cadence de production que vous avez ou que vous souhaitez continuer à avoir? C'est plutôt l'écriture qui s'impose à moi. En me levant tous les matins, j'ai des phrases à écrire. Oui, tout à fait, des phrases puis des idées qui me viennent, même au petit déjeuner, en prenant mon café. Dès que je me mets à l'ordinateur, là, il n'y a pas de complexe de la page blanche ou de l'écran noir. Il y a déjà une foule d'idées en tête qu'il faut coucher sur papier. Voilà, donc c'est une écriture quotidienne. Au quotidien, presque tous les jours, tous les matins. Et je passe d'un projet à l'autre, du roman à la poésie, à l'essai, selon l'humeur du jour. Donc, vous avez donc toujours plusieurs projets en cours? Oui, tout à fait. Oui. Jamais qu'un seul à la fois? Non, plusieurs à la fois, oui. De sorte que s'il y en a un qui est un peu en panne, parce que ça peut arriver, il y en a un autre qui se continue, qui se poursuit. Qui peut reprendre. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans les années à venir? Est-ce qu'il y a encore des trucs que vous avez en tête que vous n'avez pas eu le temps de compléter, de faire, sur lesquels peut-être vous avez pensé il y a 10-20 ans, et là vous vous dites, oui, c'est le temps que je le fasse maintenant. Bref, c'est quoi un peu vos idées pour les... Écoutez, en vieillissant, on accumule beaucoup de souvenirs, hein, beaucoup de choses qui viennent des voyages qu'on a faits, des relations qu'on a développées avec des gens, des idées aussi qui sont restées un peu en suspens et qui ressurgissent comme ça au moment où peut-être on a plus de liberté, plus de temps pour les aborder. Donc, je dirais que j'ai tout un trésor comme ça d'images, d'idées qui me viennent de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu, et qui ne demandent qu'à être à l'origine de nouveaux projets d'écriture, des nouveaux moteurs pour inventer un monde romanesque inédit. Donc, et puis, bon, bien sûr, je continue aussi d'avoir des expériences, notamment à l'étranger, puisque je voyage beaucoup. Je suis souvent invité, depuis que j'ai pris la retraite, à enseigner dans les universités en Europe ou en Amérique latine, ou même au Japon. Donc, il y a toute une réserve comme ça de sujets que je vais pouvoir me permettre d'aborder avec un peu plus de temps devant moi. Bon, vous avez quoi, une trentaine d'ouvrages à votre actif, environ? Je publie mon 45e livre là, dans quelques semaines. 45e livre, quand même. Oui. Vous en avez amené ici quelques-uns qui vont peut-être remémorer des souvenirs à certains lecteurs. Pierre Ouellette, De l'air, édition du Norrois, qu'on a ici. On a ensuite, je vais vous les présenter, Talisman. C'était en quelle année, ça? C'était en... 2016. 2016, donc c'est assez récent. Qui est suite à un voyage au Mexique, dans la Sierra Madre. Beaucoup de
de textes tourne autour de la culture des Huicholes, les Indiens de la Sierra Madre, et que je compare aussi avec les Inuits du Québec, que j'ai mieux connus là, dans la forêt laurentienne. Bon, on a ici Portrait de dos. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors ça, c'est le début de cette autobiographie dont je vous parlais, le premier tome, qui va être suivi par Dans le temps, que vous avez aussi avec vous, et par Avis, qui est la conclusion, qui paraît dans quelques semaines. Et il s'agit de cette autobiographie mythique, parce qu'elle n'est pas seulement relative aux faits que j'ai vraiment vécus, mais aux rêves aussi, aux fantasmes, à l'imagination qu'on a pu développer dans ces années 60-70. Et on a ici Dans le temps, ce que vous avez dit tantôt, et c'était ce bouquin qui est couvert du prix Athanase David 2015. En fait, le prix Athanase David, c'est pour l'ensemble de l'œuvre, mais à l'occasion... Vous l'avez mis dans... Voilà, il est paru juste après que j'ai reçu le prix. Bon. Félicitations encore une fois. Merci d'être passé chez nous pour le communiquer. Je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis très fier de savoir que Saint-Jean-sur-Richelieu, donc, peut recevoir Pierre Ouellette, rendre un prix hommage à l'occasion de cette soirée Essar et de donner le goût aussi, le goût de la lecture. Vous l'avez dit tantôt, il n'y a peut-être plus beaucoup maintenant d'émissions de télé ou de radio pour parler de littérature, mais pourtant la littérature, c'est quand même aussi un certain fondement de la société. Là. Tout à fait, bien oui. Le Québec ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu Gaston Miron, Hubert Aquin, Régent Ducharme ou Marie-Claire Blais. Oui. Merci infiniment et félicitations encore une fois. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, Papier quotidien. Vous savez que c'est la 34e édition de Nez Rouge au Québec, la 29e ici dans la région du Richelieu. Vous avez un petit rappel du numéro de téléphone à retenir dans la période du 1er au 31 décembre. Chaque semaine, des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé. Et puis, entre-temps, pour me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.